Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à cette émission, le journal de la rédaction. Ce soir, nous allons revenir autour de deux questions d'actualité. La première, j'allais dire, c'est l'accord cadre que notre gouvernement devrait signer avec les autres partenaires de la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies pour le retour dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les enjeux de cet accord, nous allons essayer d'y revenir au cours de cette émission. Mais nous parlerons également du dialogue national, ce que les autres appellent négociation politique ou pourparlers. En tout cas, le sujet est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement sur ce dialogue? Voilà deux questions qui font le menu de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fidèle Moussango du journal Les Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. À côté de Fidèle, Israël, plutôt Harold Bellarmé Badibanga de RTGA Télévision. Bonsoir Harold. Bonsoir confrère. Et de l'autre côté, nous avons bienvenue Mariba Koumania du groupe de presse Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et au fin fond, Daniel Safou du journal Le Point 5A+. Bonsoir Daniel. Bonsoir Charlie. Voilà, bonsoir à vous tous mesdames et messieurs. Nous allons commencer avec vous. Bienvenue. L'accord cadre. En tout cas, après plusieurs tergiversations, notamment après un petit couac dernièrement à Addis Abeba, les deux parties, c'est-à-dire la communauté internationale, le gouvernement congolais et les autres qui appuient les efforts de paix en République démocratique du Congo, devraient se retrouver ce dimanche pour pouvoir signer un accord cadre qui mettrait définitivement fin à la crise qui déchire l'Est de notre pays. Votre première lecture? Oui, ma première lecture, comme je l'avais dit la fois passée, l'accord cadre, pour moi, c'est une négation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est maintenant l'aveu par tout le monde que la République démocratique du Congo est le problème de la sous-région des Grands Lacs, comme l'avait déclaré le président Kagame. Pour moi, cet accord, c'est un accord de reddition de la part des Congolais où le Rwanda et l'Ouganda seront blanchis, où le combat, la guerre menée par le M23 sera légitimée par les autorités de la République démocratique du Congo. Heureusement que dans cette histoire, l'opinion ne se reconnaît pas. L'opinion estime que ce serait un arrangement entre certaines personnalités et éventuellement au moment opportun, on remettra tout cela en cause. Parce que comment est-ce que pour demander au gouvernement congolais de s'occuper d'opérer des réformes sociales, il faut que 11 chefs d'État se réunissent, secrétaire général de l'ONU, moi je considère ça comme une insulte de plus pour mon pays et c'est inadmissible. Très bien. Alors Harold, à votre avis, qu'est-ce qui peut faire croire que cet accord ne va pas aller dans le sens de conforter la volonté de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la population? Ce qui est vrai, Charlie, c'est qu'il faut toujours que l'on recourt au passé. Cet accord n'est pas premier du genre. En tant que journaliste, en tant que chercheur, j'ai énuméré les accords du genre, nous sommes au 15e. Les accords du genre, la paix, ceci. Je crois que c'est le 15e accord qui sera signé dans ce sens-là. C'est une sorte de Lusaka bis. Mais ce qui est avantageux avec cet accord, c'est que les circonstances internationales ont changé. Ce qui est important avec cet accord, c'est que le rouage international a finalement compris, quoique tard, parce que je suivis avec intérêt le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour ne pas le citer, qui dit avec retard tout ce que le gouvernement de la République avait déjà dit par rapport au soutien que le Rwanda et l'Ouganda apportent au M23, aux différents groupes rebelles. Mais le Rwanda est associé à ce retour de la paix en République démocratique. Non, mais le Rwanda est associé, l'Ouganda est associé, pas en tant que Rwanda, mais en tant que pays membre d'une organisation internationale. On ne peut pas, au nom de son implication, le radier de la liste de cette organisation internationale à laquelle il a ratifié. Mais non, par rapport à l'intérêt, je veux bien préciser ici les choses en disant que du fait que cet accord sera signé,
c'est bien au contraire une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo, qui a su prouver à la face du monde que le problème de la déstabilisation de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, ce n'est pas une émanation de Kinshasa, c'est une émanation du Rwanda. Voilà pourquoi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que à l'issue de la signature de cet accord, les drones sont déjà en pleine préparation pour être érigés. C'est pour dire quoi? Ce qui est important ici, c'est d'empêcher à la face du monde le ravitaillement de la troupe rebelle par le Rwanda et l'Ouganda, pour que l'on voit si dans un mois, si dans 2 mois, avec l'arrêt de ce ravitaillement, si le M23 va continuer à résister. C'est pourquoi j'avais dit sur ce plateau que le M23 n'est qu'une affaire de quelques jours. Très bien. Alors, Daniel, il y a un peu de difficulté, les gens ne comprennent pas. Le groupe armé, à l'Est, ils sont nombreux, il n'y a pas que le M23, il y en a tant d'autres. On signe un accord pour mettre fin au M23, mais beaucoup estiment encore que les Nations Unies feraient œuvre utile de condamner formellement le Rwanda et l'Ouganda que de signer un accord qui risque de ne pas donner les résultats que tout le monde attend. Oui, cet accord n'engage que le gros poisson. Et ça serait accord ou ça serait utile si ça intéressait davantage l'opinion nationale. Nos frères, vous et moi, je crois que nous n'avons pas assez d'attention à cette histoire. Ce que nous cherchons davantage, c'est à réajuster notre vie sociale, comment se maintenir pendant cette période. Et les gens s'en foutent de tout ce qui se passe, l'accord cadre ou quoi. Je pense que cet écart entre l'opinion nationale, c'est les citoyens congolais, et ce qui va se passer le dimanche à Addis Abeba, aura des effets dans l'avenir. C'est quoi? Donc le peuple n'est pas du tout associé à ce qui se passe. Je reviens pour dire que, comme a dit Bienvenu, on est en train de légitimer, n'est-ce pas, le M23. Il y a les caractères contradictoires. D'un côté, on juge, n'est-ce pas, le M23 comme étant un groupe négatif. De l'autre côté, on les reconnaît, il faut, n'est-ce pas, un accord juste pour ramener la paix de l'autre côté. Moi, je crois que les caractères contradictoires ne rassure pas l'avenir, n'est-ce pas, de ce qui se passe ou ce qui va se passer, n'est-ce pas, à Addis Abeba. Ne rassure pas. C'est pour dire que le vrai problème n'est pas au niveau d'Addis Abeba. Le vrai problème n'est pas le M23. Le vrai problème devant la cause première. Pas la cause première. Pas le M23, c'est un second problème. Parce que hier, on a connu des problèmes, il ne s'est posé pas le problème de la guerre. Quand on réclamait les dialogues dans ces pays, il n'y avait pas les M23. Il n'y en avait pas. Les dialogues, on va en parler. Il n'y en avait pas. Donc les problèmes, nous devons aller à la première cause. La première cause, on a connu des élections, et ces élections se sont bien déroulées, et ces élections-là ont apaisé tout le monde. C'est ça la première cause. Quand nous nous attaquons à la deuxième cause, qui est, n'est-ce pas, la guerre à l'Est avec les M23, nous nous entraînons dans une confusion à telle enseigne que nous ne trouverons pas, n'est-ce pas, la solution. Mais Charlie, j'aimerais compléter un élément aussi important. Le Congo n'a jamais été l'œuvre congolaise. Le Congo, c'est une œuvre, n'est-ce pas, des pays réunis ensemble et qui ont reconnu le Congo comme étant Congo. Je vous l'ai dit, même Léopold D, pour qu'on arrive à lui confier, n'est-ce pas, la responsabilité du Congo, il est passé par un critérium, notamment la civilisation, n'est-ce pas, de ces peuples, moderniser aussi, n'est-ce pas, ces peuples, aussi occasionner les libres marchés, n'est-ce pas, des nations. Ça, c'est un élément que nous devons tenir compte. Si nous-mêmes, aujourd'hui, ne sommes pas en mesure de dégager une responsabilité, devant trouver les problèmes, n'est-ce pas, à nous-mêmes, les autres vont trouver des solutions pour nous, comme ils l'ont toujours fait. D'où, à ce moment-là, il ne faut plus chanter la souveraineté du Congo en tant que telle. Évidemment, parlons de la souveraineté du Congo en tant que une souveraineté de la communauté internationale. Il va nous aider à trouver la solution. Nous-mêmes ne sommes pas à mesure. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet accord cadre qui va être signé sous l'égide des Nations Unies et par les chefs d'État qui sont conviés, dont le nôtre, qui se retrouve de l'autre côté? Beaucoup de gens disent qu'il ne fallait pas signer cet accord, mais devant la situation actuelle, il y a la guerre. Est-ce qu'il faut refuser de signer un accord comme celui-là? Vous avez un régime, moi je ne parle pas du Congo, je parle du régime qui est au pouvoir par la force au Congo, qui ne se retrouve pas. C'est un régime de capitulats et de collabos. Parce que vous ne pouvez pas en même temps, vous-même,
obtenir de cette communauté internationale que les MP3 c'est une force négative, au même pied que l'FDLR et les autres groupes armés de l'Est, et en même temps les négocier chez le bourreau. Là, le régime pourra se transformer en mammouth historique. Il ne pourra jamais convaincre personne. Ça montre qu'il est capitulaire et collabore. Aujourd'hui, maintenant, la communauté est étonnée de voir que le régime, là, ne sait pas se déterminer par rapport aux vrais problèmes de son pays. Quel est le problème? C'est le problème d'une agression. Ça fait la 4e fois. Les mêmes agresseurs utilisent les mêmes modus operandi. C'est toujours, on cherche quelques Congolais, c'est les Rwandais qui sont derrière, l'armée entre mains de Rwandais, c'est l'armée rwandaise, et on vous dit non, non, on cherche les Interahamwe. Dès qu'on traverse le Kivu, on vient prendre le pouvoir à Kinshasa, on oublie les Interahamwe au Kivu. On les oublie. Mais quand maintenant on vous dit, monsieur, rentrez chez vous, ah non, 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 on cherche les Interahamwe. C'est le RCD. Le RCD a régné pendant 5 ans à l'Est, n'a jamais terminé ce problème. Ça veut dire l'armée rwandaise, le RCD n'a jamais eu une armée. Il y avait quelques officiers congolais qu'on retrouve ici, mais tous les autres, les hommes de troupes sont rentrés au Rwanda chez eux. Ceux qui sont morts sont morts. Les CNDP viennent chercher les Italiens au Bukavu. Quand la clameur publique les chasse, ils se rendent compte qu'on n'est pas d'accord avec ça, ils rentrent au Massissi. Massissi, c'est à côté de Walikale. Non, ils se mettent à faire le trafic illicite de matières précieuses au profit du Rwanda. Donc c'est le Rwanda. Et l'M23, vous comprenez bien, c'est une création du Rwanda. Et les rapports, c'est ce qui est drôle. Les Congolais sont ridicules maintenant. Enfin, le régime qui dirige par défi et par violence est ridicule. L'ONU, le gendarme mondial, vous dit, voici ce qui se passe à l'Est. Tel a fait ça. Les gens ont aussi dans le moment des personnes, preuve à l'appui, avec photo à l'appui. Non, vous passez à côté. Alors, cet accord, c'est quoi? La communauté internationale. La victime va chez le bourreau. Alors la communauté trouve un accord pour rappeler ce qu'on appelle... Mais est-ce que c'est pas sa volonté? Parce que le président rwandais, plutôt ougandais, assume ou assure la présidence de la CIRGL. Peut-être dans ce cadre que le gouvernement... Mais comment vous le voyez? Il est dans le complot. Il est cité nommément. Il est cité nommément. Pourquoi on n'a pas été à Kampala, à Kigali? Il fallait aller à Kigali. Kampala et Kigali, c'est Saint-Joseph et Saint-Pierre. Tous sont des saints. C'est des agresseurs. Comment? Et c'est tous des agresseurs. L'un s'appelle Joseph, l'autre Paul. C'est des agresseurs, c'est comme les saints. Alors, vous avez honte d'aller à Kigali? Maintenant, tout ça veut dire que ici, tant que ce régime, et puis ce régime a un problème, ce régime, Kagame le dit souvent. Il dit, mais là, à Kinshasa, là, tous ceux sont passés par ici. Évidemment, il n'existe pas de Tshisekedi ou Kamere. Mais tous sont passés par ici, il n'a pas tort. Et il les connaît tous, et il les contrôle. Et malheureusement, il ne sait pas, il faut le répondre. Moi, je l'avais dit, mais monsieur le président, bon frère, Tshisekedi n'aime pas. Il dit, lui, c'est autre chose. Mais les autres, là, sont passés par ici, ils sont maniés dans ma main, il les connaît tous, il les manipule. Alors voilà le régime. Alors maintenant, le régime obéit, on doit aller à Kampala. Oui, 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 oui. Quitter Kampala, oui, 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 oui. Maintenant, on dit Brazzaville, ils disent non. Quand Kagame a fait un mouvement, oh, il a fait 2 jours à Oyo. Officiellement, c'est pour récupérer les 7000 Rwandais qui sont là-bas. Non! Non! Parce que Kagame évite que ce dossier lui échappe. Si ce dossier aboutit à Paris, chez François Hollande, Kagame. Très bien. Alors, nous allons continuer le débat. Bienvenue. Nous allons rentrer dans cet accord. L'accord exige quand même à la République démocratique du Congo de fournir des efforts. Si d'un côté, les pays voisins doivent s'abstenir de soutenir les mouvements rebelles, de déstabiliser le Congo de son côté aussi doit fournir des efforts, notamment pour suivre le processus démocratique, notamment organiser ou mettre en place de vraies réformes pour que le social de la population, l'économie et tout ce qui concerne la vie au Congo puisse changer. Alors, est-ce qu'il fallait attendre la communauté internationale pour continuer le processus démocratique, pour faire ceci dans notre pays? Charlie, les 6 exigences faites à la République démocratique du Congo sont inscrites dans la Constitution. On les retrouve dans notre Constitution. On les retrouve dans les programmes de révolution de la modernité. On les retrouve dans les 5 chantiers. On les retrouve dans le peuple d'abord. Donc, ce sont des choses que nous, Congolais, devrions normalement les faire.
les exécuter, non, tout État, les États les plus élémentaires, même toutes les petites localités, les petits villages devraient le faire. Moi, je prends seulement la première exigence. On nous dit réformer l'armée, réformer le secteur de sécurité, particulièrement l'armée et les services de sécurité. Ben, qu'est-ce que nous, on dit chaque jour ici? Nous martelons, c'est même le socle. Si aujourd'hui, il n'y a pas un accord pour que la paix règne, un accord sur le Rwanda ou l'Ouganda pour que la paix règne dans cet espace, c'est parce que ces deux pays disposent de vraies armées. Ce que nous n'avons pas ici. On n'a pas fait des efforts pour créer une armée ici. C'est pourquoi on estime que les autres ne posent plus problème parce qu'ils ont su, le leadership a su bien interpréter les choses, mettre en place une armée qui est le rail sur lequel l'État va fonctionner. Et en RDC, c'est le vide. On n'a pas créé cette armée, je cite James Kabarebe, incapable de tuer un rat. Hein? Donc là, vous vous rendez compte que la communauté internationale nous dit, messieurs, vous êtes tellement irresponsables et faible. Vous vous contentez de votre faiblesse à tel point que nous vous exigeons que demain, si vous ne mettez pas en place une armée, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Lorsque la RDC ne va pas répondre à toutes ces exigences, la question qu'il faut se poser aussi, quelle est la sanction? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ce qui se cache derrière, nous on le sait déjà, hein, parce qu'on sait que dans les conditions actuelles, et quand j'anticipe un peu là, quand l'on entend Mende dire que le dialogue c'est simplement l'Est, c'est-à-dire que Mende tue le dialogue, si c'est ça la volonté du gouvernement, il tue le dialogue, il n'y aura pas de dialogue, ça veut dire que dans les jours à venir, la guerre va reprendre, dans les jours à venir, les institutions vont changer ici à la force des armes. C'est ce que nous refusons, les patriotes ne veulent pas d'une situation pareille. Il faut que le gouvernement qui est en place, qui portera la responsabilité historique, puisse se dire que déjà là, on nous a ravalé sous terre en nous exigeant des choses qui sont dans notre constitution. Il faut que nous fassions un effort. Pour moi, ne pas signer ces documents, ces chiffons qui foulent au pied la souveraineté de la République démocratique du Congo et organiser des dialogues pour que les Congolais eux-mêmes... On va revenir sur le dialogue, Harold d'impatience, mais Harold, nous avons toujours dit ici, comme venait de le rappeler bienvenue, qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo? De mettre en place une administration, de mettre en place une justice, de mettre en place des vraies réformes. Le gouvernement, chaque jour, nous dit ici que les indicateurs du cadre macroéconomique sont au vert. Mais on ne sent pas ça dans l'assiette du Congolais. Qu'est-ce qui explique ces hiatus entre cette volonté exprimée du gouvernement et la matérialisation? Mon cher ami, par rapport à la corrélation qui doit exister entre les efforts qui ne sont pas démontrés, là je prends un témoin bienvenu qui est spécialiste, journaliste spécialiste de questions économiques, il m'a dit officieusement un jour que le gouvernement est dans le bon par rapport aux panneaux indicateurs. Officiellement, je te l'ai dit qu'aujourd'hui, ils tiennent les cas de macroéconomie, les paramètres sont verts. Merci beaucoup. Alors, cette corrélation, voilà un nationaliste qui reconnaît au moins les efforts fournis par le gouvernement. Je dis, par rapport à la corrélation, je dis que nous venons de loin. Il ne fallait pas que les gens pensent que le social dont a parlé le chef d'État, c'est la distribution des chinchards. Ce sont les efforts qui doivent être fournis et qui le sont, et les résultats. Est-ce qu'il n'y a que le peuple seul qui doit fournir ces efforts et pas les autres? Qui vous dit que les institutions ne fournissent pas? Il faut que l'on criaille pour démontrer que là, les institutions sont en train de fournir. Mais là n'est pas le problème. Ouais. Je voudrais plutôt démontrer ici que lorsque on prend la litanie d'exigences de l'ONU par rapport à la République démocratique du Congo, on doit d'ores et déjà comprendre que toutes ces exigences sont des concepts et par conséquent des idéaux. On n'a jamais atteint un idéal dans la vie. Même ces pays qui font la litanie d'exigences sont dans l'obligatoriété de fournir encore d'efforts pour avoir les droits de l'homme, la démocratie, étant donné que ce sont les mêmes pays. Mais avant, nous allons répéter. Attendez, je reste sur vous. Attendez. Aujourd'hui, nous avons besoin de la poursuite quand même du processus démocratique. Vous trouvez ça normal que le pays continue à fonctionner avec un Sénat qui est déjà fait mandat, avec des assemblées provinciales
qui sont fait mandat, avec des gouverneurs de province qui marchent dans toute illégalité. C'est de ça que nous parlons, mon cher ami. Je suis en train de dire que toute cette litanie d'exigences ne constitue que cette action-là dite forcer l'ouverture d'une porte ouverte. C'est un secret de polichinelle. Nous savons pourquoi le processus électoral par rapport à l'élection des institutions de 2011 s'est arrêté. C'est parce qu'au moment où le gouvernement concentrait tous ses efforts pour donner assez de moyens pour cette poursuite, étant donné que les bailleurs de fonds ne répondaient plus positivement, il est arrivé que la guerre éclate à l'Est et tous les efforts du gouvernement étaient obligés de se cantonner vers l'Est de la République démocratique du Congo pour mettre fin au cycle de violence. Maintenant, quand on vous dit il faut commencer par la cause première, je suis en train de constater qu'on se moque du peuple. Moi, je pensais que Daniel Safou, en parlant de la cause première, aurait dit que la cause première, c'est cette intention machiavélique que la communauté internationale a sur la République démocratique du Congo pour la balkaniser. Là, je rejoins bienvenue du groupe Média 7. J'ai vu la caricature du journal Le Potentiel du mercredi ou du mardi avec la caricature de Carson qui démontrait comment il y avait intention de balkaniser. Qu'ils ne me disent pas que la cause première, c'est le dialogue national, comme si le cycle de guerre et de violence à l'est de la République démocratique du Congo n'a commencé qu'avec les élections de 2011. Donc, au-delà de ça, en tant que journaliste, nous avons l'obligation de faire comprendre que ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est une intention machiavélique de balkaniser la République. Je crois que vous avez peut-être suivi le point de vue des États-Unis à travers ce que notre ami vient de dire avec le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, Johnny Carson, qui dit que la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, devrait appliquer à la RDC les solutions qui ont été à un moment donné appliquées ailleurs, notamment en Yougoslavie, au Soudan, et qui ont porté des résultats, mais aujourd'hui les résultats on les connaît, c'est les démembrements du Soudan, c'est les démembrements de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que c'est à ça que nous tendons aujourd'hui? Mais c'est ce que moi j'appelle les plans B des Américains. Mais M. Charlie, avant que je n'arrive, je mets une parenthèse rapidement. Les premiers pays à reconnaître le Congo comme étant un État, à la sortie, n'est-ce pas, de la conférence de Berlin, c'est les États-Unis d'Amérique, suivi du Japon. Les États-Unis d'Amérique, je dis bien, les premiers pays à reconnaître le Congo comme étant un État. Et c'est en suivi d'autres pays. Et c'est pour dire pourquoi je fais cette allusion. Les États-Unis ont un souci particulier. J'ai un ouvrage, je pourrais vous amener ça un jour, écrit par le département américain. On peut tout perdre dans le monde sauf le Congo, vu sa position stratégique et géostratégique. Ça, c'est un ouvrage rédigé par les services des départements d'État américains. Ce ne sont pas des ouvrages qu'on trouve partout. C'est pour dire que le Congo a une importance aussi capitale pour l'humanité et pour les États-Unis. Aussi pour beaucoup de choses. Je reviens maintenant. Les plans B que les Américains, n'est-ce pas, proposent, risquera, n'est-ce pas, de confondre les gouvernements en place. Parce que dans ces plans B-là, nous risquerons d'aller dans un sommet où on risque de perdre le Sénat et le Parlement, on risque de perdre beaucoup de choses, nous risquerons même de perdre la souveraineté. Même Kabila, si aujourd'hui le Kabila ne s'arrange pas à résoudre les problèmes rapidement sur le plan interne, les plans B des Américains risquent, n'est-ce pas, de confondre, n'est-ce pas, les Congolais. Nous risquerons d'aller dans un chaos où personne ne saura contrôler les choses comme on les contrôle aujourd'hui. Or, les dialogues tels que préconisés par lui-même, le chef de l'État, pourraient, n'est-ce pas, éviter l'applicabilité, n'est-ce pas, du plan B des Américains. Le plan B des Américains va conduire le pays dans un chaos chaotique. Est-ce que nous avons la possibilité d'éviter ça? Mais non, il y a possibilité. Non, on ne peut éviter cela que si nous sommes francs et nous sommes sincères. Mais moi, je pense que le chef de l'État, Kabila, ne donne pas l'impression d'être sincère. Regardez avec cette histoire de concertation politique. J'en arrive. Moi, je pense qu'on peut éviter cette histoire si le Massi Kabila est sincère vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'ensemble de la population congolaise.
C'est cette sincérité-là que nous voulions. Est-ce qu'il a la volonté de l'avenir de ces pays? Est-ce qu'il a la volonté réellement que les processus, n'est-ce pas, de la démocratisation de ces pays soient effectifs? Ça sont des questions qu'on peut se poser. Mais alors, ce que nous craignons qu'il n'ait pas la volonté de puissance à ce que les problèmes trouvent solution. Très bien. Parce que il initie, n'est-ce pas, un dialogue pour, n'est-ce pas, mettre tout le monde, les fils et filles du Congo, d'accord, mais nous ne nous sentons pas. Nous ne sentons pas les démarches. J'aimerais lâcher les mots. Lorsqu'il y a crise institutionnelle, la Constitution est claire là-dessus. C'est le Sénat qui prend les choses à main. Lorsqu'il y a crise au sommet de l'État, c'est le chef de l'État lui-même qui s'élève, qui s'engage. Nous le voyons avec d'autres chefs de l'État. Vous voyez Hollande avec ce qui passe au Cameroun. Mais chez nous, il y a léthargie. Chez nous, le pouvoir est délégué. Le pouvoir est délégué et de façon d'ailleurs noire et sombre. Très bien. Alors, attendez s'il vous plaît. Très bien. Alors, votre point de vue sur d'abord les exigences énumérées par cet accord-là, notamment continuer le processus électoral, des réformes sur le plan social. Je rappelle ici, un auditeur nous a envoyé, un téléspectateur nous a envoyé un message pour dénoncer les détournements encore de la prime au niveau de la police nationale congolaise et de l'armée, malgré la bancarisation. En tout cas, il faut que le ministère du Budget et des Finances puisse diligenter des enquêtes dans ce sens-là, parce qu'il y a des gens qui nous envoient des textos pour se plaindre, il faut un peu aller vérifier. Allez-y, comment vous pensez? Écoutez, vous savez que quand vous étudiez l'histoire des peuples dans chacun des pays, vous allez voir que, je prends par exemple les Romains, la Rome classique allait bien jusqu'à César. Quand Jules César franchit le Rubicon avec ses troupes, il fait un coup d'État à Rome. Il n'a pas fait longtemps. Qui l'a assassiné? Ah, tout coque filou. Toi aussi, mon fils. Et puis c'est fini. On est parti dans une histoire d'abord. Octave, Antoine, le premier triumvirat, ils se sont bouffés. Ils se sont jusqu'au monde des empires, jusqu'en 456, après Jésus-Christ, Rome est prise. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone ni d'internet. Ça a pris 4 siècles, mais Rome a disparu. Après avoir dominé le monde. Regardez Alexandre le Grand. Il a envahi toute l'Asie. Mais il rentre, il meurt de maladie. C'est maintenant qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont avalés par les peuples locaux. Parce qu'il n'y a pas des institutions fortes. Et l'institution forte, c'est quand il y a un homme fort. L'homme fort, c'est quand il respecte la loi. C'est ça la force d'une institution. Mais quand l'homme viole la... Regardez Mobutu. Il s'affaiblit. Regardez Mobutu. Mobutu commence quand? Mobutu commence à 60. Quand il neutralise Lumumba au profit de Kassabou. Fausse solution à un vrai problème de légitimité. Il est wapi? On met conférence de Tadanarive. L'Ovanium, non. Juste quand Tchombe revient. Le sécessionniste, ironique du sort, c'est le sécessionniste qui vous dit: je fais une transition pour des élections. Il réussit les élections illégales, allez, on le récupère encore, et il y a eu le coup d'État. Et quand 2 ans de pouvoir chaotique, le pays était au top, Mobutu a trouvé au top, il a commencé à renverser le pays jusqu'au bas. Il a détruit toute l'histoire congolaise, toute l'âme congolaise. Mobutu a détruit ça en 32 ans. Et vous savez comment il est mort. Maintenant arrive les Kabila. Le père arrive, il n'a jamais compris qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il croit qu'il était dans un deal, il allait fuir. Son fils arrive, on lui donne confiance. Non. Il est récupéré par la même tare. Quoi? La violation de l'ordre fondamental. Oui, en 2006, il prétend gagner les élections. Non, il y a des frustrations. Le cardinal avait dit non, monsieur, vous n'avez pas gagné. Il y a eu tricherie. À l'Est, les morts ont ressuscité pour voter. 5 provinces, ils gagnent face à celui qui gagne 6 provinces, plus la tête de dire ça. Non. Le mensonge est grossier. Et ici, donc nous avons ce problème, tant que nous n'aurons pas réglé. Les gens le disent comme ça, on prend dans la vie, mais nous avons un passé difficile et ridicule. Chez nous, et le passé fait des ans. Et en regardant les autres peuples, là où on a violé la loi, on ne marche pas. Quand est-ce que vous pensez les pays qui nous agressent au Rwanda et ailleurs, on viole aussi la Constitution? Vous allez voir ce qui va arriver. Kagame et Museveni, c'est des exceptions qui, si elles ne se révèlent pas respectueuses de la loi, partiront par la même voie qu'elles sont venues. Ah bien sûr, ça c'est sûr. C'est le sang qui appelle le sang. Ne vous en faites pas. Parce que maintenant ils sont arrivés au sommet, où on dit qu'ils ont rasé le pays. Mais on dit, mais même pas, la loi n'est pas là.
La démocratie n'est pas là. C'est ça, la gouvernance par la majorité. Les opposants sont en prison. Eh, attention. Et pour rien, on est parti pour rien. Et puis, ils trouvent des astuces extrajudiciaires, extra-légales. Par exemple, quoi? À Rwanda, on a découvert une infraction bizarre. Négationnisme. Alors, on vous colle ça, on vous condamne à 20 ans. Là, en Ouganda, c'est encore pire. Attention, c'est des exceptions qui vont partir comme elles sont venues. Et ça commence, c'est le Congo qui leur tombe. Ils ont touché, mais pas tombé. Ah oui, je vous dis que le Congo leur tombe. La preuve maintenant, j'ai un observateur m'a dit fidèle, c'est 3D23, c'est qu'on a touché, mais il ne fallait pas toucher. Oui. C'est comme on dit en droit pénal, le criminel revient toujours sur les lieux du crime. On avait oublié SNDP, on avait oublié RCD, on avait oublié FDL. Tout de coup, on nous revient, mais en fait, cette affaire-là, c'est comme FDL, c'est comme RCD, même les modus operandi. Et même objectif, aller piller, tuer, violer et voler. Et on dit, mais ça pas tant. C'est ça la conscience internationale s'élève pour dire, arrêtez messieurs. D'où le rapport de l'ONU, d'où les accusations des gens de... Est-ce que Amnesty International, ce n'est pas le frère ou la sœur des camionnettes? C'est des blancs. C'est des blancs. Ce n'est pas l'IDP, ce n'est pas le PPRD. C'est des experts blancs qui analysent froidement la situation et qui vous disent, voici ce qui s'est passé, le sang coule trop. Alors maintenant, on essaie de... Ça, l'accord 24 a comme ceci de particulier, rappelle au régime de Kabila les véritables paramètres d'un État. L'État c'est quoi? Une armée. L'État c'est quoi? Une administration. L'État quoi? Une justice. Nous sommes victimes à Vidiana. L'absence de justice. Et voilà, on commence à arrêter des journalistes pour de l'accès. Et moi je suis menacé. Vous savez qu'il y a 5 mandats d'arrêt contre moi. 5 mandats d'arrêt contre Fidel. On m'accuse d'offense à magistrat. Je suis au courant parce que mes amis m'ont dit attention, on dit oui, j'attends qu'on m'arrête. Je vais fuir où? Je vais laisser mes enfants, ma famille, tout fuir où? Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai la conscience tranquille. Vous voyez juste l'absence de l'État. Nous maintenant, d'abord, on a attrapé Diana, comme il résiste, et puis il faut attraper ce Fidel-là. Offense à magistrat, parce que je dis que la justice congolaise est corrompue. Moi, je n'ai rien inventé. Je suis historien de présent. Kabila l'a dit à 3 reprises. Oui. Kabila a révoqué les magistrats à 2 reprises. Comme motif, corruption. Kabila ici, à honte de pouvoir, il a révoqué 2 fois les magistrats. Et même en violation même des dispositions légales. La première fois, il n'a pas consulté le Conseil suprême. Il était furieux de voir des cas graves. En tant que garant de la nation. La seconde fois, il a consulté le Conseil suprême. Il a dit, il faut le révoquer. Merci. Alors j'arrive, je conclue la présidence. Oui. Tant que vous n'aurez pas les instruments d'un État, ça ne marche. C'est ça là, le côté positif de cet accord d'hier dimanche. Ça veut dire, on vous rappelle les véritables piliers d'un État. On vous dit, monsieur le régime, vous n'avez pas fait... Parce que Kabila est mort au vivant. On lui fera ce procès. Monsieur, pendant 11 ans, vous n'avez pas créé une armée. 11 ans de pouvoir. Mais est-ce qu'il a eu des conditions pour le faire? Il a eu toutes les conditions, même les soutiens. Merci. Merci. On va passer à autre chose parce que... Je termine par là. Ouais. Si aujourd'hui Kabila réfectionne le chemin de fer du Bas-Congo, qui va le jeter la pierre? Moi, je vais le Bas-Congo avec eux. Le chemin de fer, il y a des éléphants cachés sur les rails, tellement la brousse est abondante. Chemin de fer Kinshasa, Matadi, inexistant. La preuve maintenant, tout le trafic, ce n'est pas des gros camions, avec les accidents qui causent la route. Et Kabila est là, est-ce qu'il faut le lui dire? Il est quand même petit-fils d'un cheminot. Le père Amouzé, Kabila Taratibou, était cheminot. Merci, merci, merci. Voilà comment tout le monde est très surpris par cette conclusion. Ça prouve que finalement, en tout cas, nous devons faire quelque chose pour changer la gouvernance dans notre pays, pour avoir des réformes courageuses. Le gouvernement s'y attelle. Je vois Harold qui attend avec beaucoup d'impatience la parole. Harold, on parle du dialogue maintenant, le dialogue national. Dialogue pour parler, négociation, à chacun son terme. Mais ce qui importe, c'est le sens à donner à ces forums. Le président a trouvé qu'il faut réunir tous les Congolais pour parler des problèmes du pays. Maintenant, il se pose un grand problème. On va parler de quoi et on va parler quand et comment? Mon cher ami, la classe politique congolaise est véreuse. La classe politique congolaise est ventriote. La classe politique congolaise ne voit pas l'intérêt national. La classe politique congolaise, malheureusement soutenue par certains journalistes, certains confrères, n'arrive pas à comprendre que
lorsque ça brûle... Il ne faut pas attaquer les confrères. Je n'attaque pas les confrères, mais ce sont les faits. Juriste de ma formation, devant les faits, on s'incline. Oui. Lorsque nous parlons d'une nation en péril, mais ça ne se discute pas. Je cite un acteur politique, Pius Mwabilu, qui a toujours dit, lorsque l'État est agressé, ça ne se marchande pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la République démocratique du Congo est seule à avoir été une fomentation de la communauté internationale. Non, tous les pays africains sont une fomentation de la conférence de Berlin. Donc, c'est nous-mêmes qui devons maintenant donner le sens à notre pays. Le chef de l'État n'avait rien inventé, mon cher ami. Il a dit, ça brûle à l'Est. Parce que ça brûle à l'Est, nous convoquons cet échange entre compatriotes, entre Congolais, pour résoudre la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Point. Le questionnement est là. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre la crise à l'Est de la République démocratique du Congo? C'est faire un front commun contre l'agresseur un et unique de la RDC. Comment le faire? C'est que quand on veut, on peut. Vouloir in specie casus, c'est quoi? C'est comprendre que ma divergence que j'ai par rapport à mon compatriote, c'est une divergence interne. Je dois m'unir à lui sans aucun préalable, sans aucune condition, pour qu'une force de l'intérieur fasse peur à l'agresseur de la République démocratique du Congo. En termes clairs, il n'est pas ici question, lorsque nous sommes agressés, de parler de l'impérium. Il n'est pas ici question, lorsque nous sommes agressés, d'évoquer des problèmes qui peuvent l'être après avoir résolu le problème de l'Est. Étant donné que ma compréhension est de nature à faire comprendre aux uns aux autres que lorsque nous posons des préalables pour mettre fin à la situation de crise à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est que nous consacrons ipso facto les viols, les pillages, les violences qui se font sur nos sœurs, nos frères qui vivent à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas pour rien que nous avons vu dans la bataille pour Diana hier, même les députés de l'opposition. C'est parce qu'ils ont compris que lorsqu'il y a péril en demeure, il faut d'abord sauver les vies humaines et le reste après. Pourquoi ce qui est fait à ce niveau le plus bas ne peut pas a fortiori l'être au niveau national? Donc si nous avons un cœur de Congolais, ne posons aucune condition pour sauver d'abord les meubles et le reste après. Très bien, bienvenue, l'accord, on en parle, on a déjà parlé, les dialogues nationaux. Beaucoup de gens, on a entendu des plateformes, que ce soit du côté de l'opposition ou de la majorité, défiler au cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui est secrétaire de la majorité présidentielle, bien sûr, pour les pré-consultations, une partie de la société civile. Est-ce que c'est ça la solution à ce problème? Charlie, la solution, le dialogue, c'est une solution que nous avons toujours appelée de tous nos voeux, parce que nous estimons que la force des armes ne résout rien quand on est en crise comme on est ancré actuellement. Actuellement, les problèmes sont vrais. Le chef de l'État, quand il a lancé l'idée d'un dialogue, il a dit un dialogue sans condition. Hein, il faudrait que le chef de l'État lui-même et son camp s'appliquent cette discipline. Quand on dit aux autres un dialogue sans condition, soi-même aussi on doit se dire nous devons aller en dialogue sans condition. Voyez ce comportement. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comprenez par sans condition? Ça veut dire que ceux qui viennent ne peuvent pas poser de conditions, c'est ça? Lorsque Mende déclare le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire la voix officielle, la voix la plus officielle de la République, la voix la plus officielle du gouvernement de la République, déclare que ce dialogue-là n'aura comme point ordre du jour que la situation à l'Est. Qu'est-ce que vous voulez que c'est ce qui paraît comme urgence. Charlie, les belligérants, ils ont été à Kampala. Ne serait-ce que l'ordre du jour a été discuté. L'ordre du jour n'a pas été imposé par Kinshasa. On respecte le M23 parce qu'ils ont les armes. Et les autres Congolais, la majorité de tous les autres Congolais, opposition politique, majorité, société civile, société villageoise, société urbaine,
eux là, ils ne méritent aucun respect de la parole de la part du gouvernement parce qu'ils n'ont pas d'armes. Je pense que c'est cette culture qu'il faut élaguer de la tête des Congolais, de la tête des dirigeants congolais, qui comprennent que ceux qui ne prennent pas les armes, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce qu'ils aiment leur pays. Et ils estiment que les dialogues ont des vertus qui peuvent pousser, qui peuvent faire avancer la démocratie. Et que si le gouvernement continue à croire qu'accorder de larges espaces à ceux qui prennent les armes, c'est multiplier les rébellions à souhait. Je vais y aller, Charlie, je vais peut-être arrêter par là. Il n'y a pas que le M23. Quand on veut verrouiller le dialogue et dire qu'il n'y a que le M23. Mais il y a les Mboro en province orientale. Il y a une partie de Kaemba qui est toujours pris jusqu'aujourd'hui. Les Angolais, les flacs qui viennent se battre dans notre territoire chaque jour. Au nord, il y a des problèmes partout. Et l'on veut, comme ça, par je ne sais quelle puissance amnésique, dire qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a de problème au Kivu. Je pense qu'au Katanga, il y a des gens qui déclarent ouvertement fort Katanga. On doit couper le Katanga. Ce sont des vrais problèmes de la nation. Et on ne va pas traiter de ces problèmes. C'est l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes. Il faut le reconnaître. Les élections de 28 novembre 2011, organisées par les duos Moïse Mulunda et Jacques Njoli, ont créé une crise grave au pays. Et laquelle crise, si on ne la résout pas, on ne sortira pas de l'auberge. Très bien. Alors, Daniel Safou, le dialogue, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça donne un peu une image plus ou moins désolante quand on voit les forces politiques qui, surtout du côté de l'opposition, qui se tirent à boulet rouge. Il y en a qui estiment du côté de l'opposition que les dialogues, s'il y a dialogue, si l'on doit partir de ce que Bienvenu vient de dire, c'est que les deux finalistes de l'élection présidentielle, je vois M. Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est les deux qui doivent se rencontrer pour dissiper ou pour désamorcer la crise actuelle, parce que c'est Tshisekedi officiellement qui avait contesté l'élection de Joseph Kabila, mais les autres disent que cette exclusion a toujours conduit le pays dans l'impasse, ainsi de suite. À votre avis, comment il doit se tenir ce dialogue? Oui, merci beaucoup. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement avant que je réponde à votre question. Et le comportement de Lambert Mende. Vous savez, le langage, c'est une... S'il vous plaît, moi je vous... Attendez, j'en arrive. Non, attendez, répondez à ma question. Non, je sais. La question ne se répond pas brutalement, Charles. La question se prépare. Non, j'aimerais faire allusion notamment à ce découragement, n'est-ce pas, de l'ensemble de la population. Lorsque le porte-parole du gouvernement tient... n'est-ce pas, ces propos, tout en décourageant, n'est-ce pas, les Congolais qui veulent bien prendre part à ces dialogues. Parce qu'il ne s'agit pas de la... Quels sont ces Congolais qui ne voudraient pas prendre part? Si on ne limite pas, vous et moi, nous sommes des Congolais, nous pouvons aussi demander... Non, attention, attention, il y a deux types de Congolais qui ne veulent pas prendre part à ces dialogues. Il y a l'IDPS en tant que personne morale, il y a Tshisekedi en tant qu'individu. L'IDPS s'est prononcé pour dire que non... il ne va pas prendre part à ces dialogues. Et il est allé très loin pour dire que tous ceux qui prendront part à ces dialogues, c'est une insulte pour l'ensemble du peuple congolais. Et aujourd'hui, je vous dis, Charlie, on peut organiser les dialogues dans ces pays. Si l'IDPS ne prend pas part, si Tshisekedi ne prend pas part, c'est nul. Ça n'aura pas de fait. Vous pensez que l'IDPS a le droit de prendre tout un pays en otage? Non, pas les droits. C'est les premiers partis de l'opposition. J'ai toujours dit que la classe politique congolaise est revue et corrigée. Ceux qui se disent aujourd'hui opposants, est-ce qu'ils sont opposants? C'est la question qu'on doit se poser. Tous ceux qui ont été récits par, n'est-ce pas, Obé Minakou, Delisanga Bonga et consorts, ils représentent quoi pour l'ensemble, pour l'opinion congolaise? C'est que les peuples congolais attendent de ces dialogues, voir Tshisekedi, voir l'IDPS. Là, ils vont se dire, enfin, les Congolais veulent, n'est-ce pas, s'attendre. Du moment que Tshisekedi n'est pas là, du moment où l'IDPS n'est pas là, ça ne garantit pas. Allez, même si le plan interne, même si le plan, n'est-ce pas, international. Je vais vous dire une chose, je fais une petite révélation sur le plan constitutionnel. La démarche, Obé Minakou dit, c'est une démarche institutionnelle. Mais la Constitution est claire là-dessus. Quand il y a un problème au niveau des institutions, c'est le Sénat qui réglemente les choses. Mais le problème n'est pas un problème. J'en arrive. Lorsque le problème se pose au niveau du sommet de l'État, c'est le chef de l'État qui s'engage. Mais c'est, Charlie, il y a des attributions, n'est-ce pas, du chef de l'État. Le chef de l'État fait promesse, n'est-ce pas, à son peuple. Il y a des attributions quand un chef de l'État prête serment. Il y a notamment, vous avez les attributions telles que il doit veiller à l'intégrité territoriale. Il doit veiller au bien-être, n'est-ce pas, de son peuple.
Mais aujourd'hui, l'intégrité territoriale est touchée. Où est le chef de l'État? On ne sent pas son engagement en tant qu'individu, en tant que chef de l'État. Par contre, son pouvoir est légué chaque fois. Tantôt c'est Bochab, tantôt c'est Obem. Non! Le peuple n'a pas élu Obem, ni Bochab. Le peuple se reconnaît à travers Joseph Kabila. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il délègue le pouvoir à Obem Minakou, oui, il le représente, cher ami. Il ne peut, attendez s'il vous plaît, nous n'avons plus assez de temps. Donc le chef de l'État ne peut pas être à tout moment, à chaque endroit. Oui. Il n'est pas quand même omniprésent. Oui, donc quand il délègue le pouvoir, attendez s'il vous plaît, il reste 3 minutes, je vais donner la parole au dernier intervenant. Ça c'est pour ceux qui nous suivent. Le chef de l'État ne peut pas quand même être à tous les endroits au même moment. Il peut déléguer. Maintenant là il se trouve par exemple à Addis Abeba. Est-ce qu'il doit être à Addis Abeba au même moment et être à Kinshasa en train de parler avec le... Merci, je vous réponds. J'ai la parole, administratif. La délégation de non, attendez, on a plus... Alors, vous avez juste... Je termine. Je vous dis, la démarche pour les problèmes qui nous concernent, c'est dangereux. Parce que nous devons identifier les problèmes. Les problèmes n'est pas seulement au niveau de l'Est. Il se pose aussi un problème des élections qu'on a connues au pays. Vous l'avez déjà dit? Oui, je l'ai déjà dit. Mais regardez maintenant les vrais problèmes. Oui. Les vrais problèmes, je mets partie, n'est-ce pas, d'un adage français. Quand on ne sait pas là où on va, hein, on va se retrouver ailleurs. Très bien. On va se retrouver ailleurs. Si on ne sait pas là où on va. Alors, attendez, vous allez conclure, il vous reste juste 2 minutes. Non, allez. C'est bref. Ouais. Il faut rendre dialogue national. Joseph Kabila Kamani. Il a réussi un poker formidable. Il a réussi par des manœuvres dont il était le secret à dédouaner ces deux grands alliés, le Rwanda et le Burundi, et le Rwanda et l'Ouganda, de ces crimes contre l'humanité au Congo. Par des manœuvres. Il vous amène à Kampala, vous allez comme des moutons. Kampala, oui, on y va. Et il a réussi maintenant à attaquer l'espace congolais. Ils sont fous de l'UDPS. Il sait qu'il y aura quelques opposants, les Lissanais, qu'on va y vomir. Même beaucoup d'autres qui se préparent en coulisses. J'ai fait le tour de ça, les gens se préparent. Il dit, monsieur Dialogue, tout le monde est chez Manoir. Tout le monde est chez Manoir. Même les journalistes actuels me disent, il y a une réunion, j'étais invité, pour voir comment nous serons aussi par monsieur Manoir. Aujourd'hui. Obem Minakou. C'est difficile à penser Minakou. Moi, Manoir, c'est le plus célèbre. Non, c'est Obem Minakou, président de l'Assemblée. Allez-y, on a fait ce qui se passe. Donc, les Congolais sautent sous la part. Kabila est malade, il est voilà. Et il a déjà préparé, même il a traduit bien la pensée de son maître. Tout à fait. Céleste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un dialogue, il dépêche aller vous faire voir. Peuple congolais, je m'en fous de vous. Ces gens viendront, il en profite pour introduire ses alliés d'hier, les M23, qui vont entrer comme gouverneur, vice-gouverneur sur Kivu, notre niveau, ministre là-bas. Ce sont des accusations gratuites. Je vous dis, le dialogue en question n'a même pas encore eu. Le dialogue va commencer, mais au dialogue, on va introduire, ces gens vont venir. C'est l'histoire. Et puis vous allez voir, ils seront au sud Kivu, nord Kivu, ici dans le gouvernement, dans l'armée. Ils ne peuvent aller mourir avec votre Tshisekedi. Peuple congolais, on vous verra après. C'est ce qui va arriver bientôt. Il peut introduire maintenant le M23 parce qu'il va dire qu'il va ouvrir. Attendez. Alors on va trouver. On va renforcer s'il vous plaît. C'est terminé. S'il vous plaît. Ça c'est encore des accusations qui ne sont pas encore vérifiables. Non, en tout cas, nous n'avons plus de minutes. Je veux dire que le dialogue est ouvert à tous. Ceux qui ne veulent pas y aller se retirent eux-mêmes. La main tendue du chef de l'État est claire. Et puis par rapport à la délégation du pouvoir, juste une minute, c'est une notion élémentaire du droit. Juste 30 secondes, Charlie. Si le chef de l'État va convoquer un dialogue tel que M. Mende nous a fait voir, nous aurons en face de nous le conclave tel qu'organisé à l'époque. L'histoire est en train de se répéter. Nous aurons les forces politiques du conclave qui seraient une force réactionnaire par rapport à l'ordre politique et institutionnel. Oui, moi je crois qu'on ne doit pas limiter ces dialogues par rapport à l'Est. Je crois que nous avons des problèmes, on a des problèmes de l'armée, nous avons des problèmes de la citoyenneté, nous avons des problèmes sérieux. Mais si c'est les massifs, si on n'implique pas l'IDPS, moi je crois que c'est invité. Si elle n'invite pas, elle se retire de la vie de la République. Alors ça serait un chaos. l'IDPS a déjà refusé. Ça va accoucher une souris. Ça va pas la peine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Comprenez que les débats, c'est ça le débat démocratique. Tout le monde donne sa pensée et c'est à vous de juger. Nous allons vous retrouver lors du prochain numéro. Restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.